Voilà, donc ça c'était pour la partie exploration du langage oral. Est-ce qu'il y a déjà des questions peut-être pour cette partie-là? Oui, à partir de quel moment vous établissez ce test lorsqu'il y a un enfant qui a des troubles d'apprentissage? C'est sur demande de l'enseignant, par exemple? Alors, très souvent, c'est vrai que c'est l'enseignant qui signale des difficultés. Mais par contre, dans le cadre d'un bilan du langage oral, souvent aussi, c'est des parents qui viennent parce qu'ils se rendent bien compte que leur enfant ne s'exprime pas correctement, est en décalage par rapport à d'autres enfants. Donc, ça peut émaner, on va dire, plus souvent de la part du parent, quand c'est pour le langage oral, ou du médecin, bien sûr, aussi. Par contre, effectivement, c'est vrai que pour les évaluations du langage écrit, on a parfois des parents inquiets, mais souvent, c'est les enseignants qui alertent les parents et qui demandent à ce qu'un bilan orthophonique soit réalisé. Est-ce qu'il y a un lien entre des déficits de langage oral et écrit? Oui, bien sûr. On sait que les enfants qui ont des troubles du langage oral sont beaucoup plus sensibles, sont susceptibles de développer des troubles du langage écrit de manière plus importante que des enfants qui n'ont pas de troubles du langage oral. Mais ça ne veut pas dire qu'un enfant qui n'a pas de trouble du langage oral n'aura pas un trouble du langage écrit. Il y a des enfants qui ont un excellent niveau de langage oral et qui ont un trouble du langage écrit. Mais c'est vrai que les enfants qui ont un trouble du langage oral, ce sont des enfants vraiment à risque de développer des troubles du langage écrit. Formation phonétique. Oui. C'est possible que l'enfant n'ait pas de problème au RS. Voilà, c'est ça. En fait, c'est en l'absence de troubles auditifs, avec une audition tout à fait normale. Mais en fait, c'est son cerveau qui ne va pas en fait pouvoir effectuer cette discrimination. Il va percevoir ces sons qui sont en fait très proches au niveau phonétique. Et donc son cerveau ne va pas arriver à analyser cette différence très fine qu'il peut y avoir entre les sons, tout en ayant une audition parfaitement normale. Il y a d'autres questions? Non, je continue. D'accord. Donc là, on va donc passer en fait à l'exploration du langage écrit. Donc, on va évaluer la lecture. Alors, on nous demande en fait de proposer le test de l'Alouette, qui est en fait un test qui permet de tester en fait le niveau de lecture oralisée de l'enfant. Alors, c'est vrai que c'est un test qui n'est pas toujours utilisé très volontiers par les orthophonistes parce que c'est un texte qui est assez compliqué, où il est difficile de trouver un sens, mais bon, il a été conçu pour cette raison, qui peut être influencé de manière négative si l'enfant est très stressé parce qu'on va le chronométrer. Mais c'est vrai que dans toutes les recherches scientifiques, ce test-là est proposé et donc on demande à ce qu'il soit fait. Alors on essaie de rassurer l'enfant, on le prévient que le texte est compliqué et qu'il va avoir peut-être des difficultés à le lire, mais c'est vrai que c'est important de le faire parce que ça permet en fait de donner un niveau de lecture oralisé. Donc, en fait, l'enfant lit ce test à voix haute, c'est chronométré. On va relever en fait donc, le temps de lecture, le nombre d'erreurs qu'il commet, et donc pour pouvoir calculer donc, ce niveau. Et donc on va avoir en fait des renseignements donc, sur sa vitesse et sur sa précision du déchiffrement, mais en lecture orale. Parce qu'après on aura d'autres tests de lecture silencieuse. Donc il se présente comme ça. Je ne sais pas si on peut la proposer. Non? Elle a échappé à ce test. Donc il est écrit assez gros au départ, les caractères deviennent plus petits ensuite. Donc on va voir aussi si l'enfant saute des mots, saute des lignes. Par exemple, s'il y a un trouble au niveau du balayage visuel, on peut avoir donc des sauts de lignes ou des sauts de mots. Voilà.
Donc après, on va s'intéresser à ce qu'on appelle les mécanismes d'identification des mots écrits. Donc en fait, ce sont des épreuves de lecture donc, qui se font aussi à l'oral. Mais cette fois-ci, on va présenter en fait des mots isolés. On n'est pas sur le texte. On va proposer des mots qui vont être classés en fait en fonction de leur fréquence dans la langue. Donc on va proposer en fait des mots fréquents et des mots rares. En fonction aussi de leur longueur, donc on aura des mots courts et des mots longs. En fonction de leur complexité orthographique, donc on aura des mots simples et des mots complexes. On va proposer des mots réguliers, irréguliers et des pseudomots. Alors je vais vous montrer ce que c'est. Donc par exemple, dans la première liste, vous avez donc des mots courts, fréquents et simples. Donc, par exemple, image, métal, futur, local, utile, lavé. En dessous, vous avez des mots courts, fréquents et complexes. Mieux, brune, crème, grave, froid et plage. À ce niveau-là, vous avez des mots longs, fréquents, complexes, rares, rares simples, rares complexes. Et puis vous avez ici, donc noté F0, en fait ce sont des pseudomots. Donc en fait ce sont des mots qui n'existent pas et qui vont nous permettre en fait de voir comment l'enfant se débrouille pour déchiffrer ces mots. Donc c'est comme si on le mettait dans une situation de découverte d'un mot nouveau qui ne fait pas partie de son lexique, qu'il n'aura jamais rencontré. Comment il va se débrouiller pour lire le mot et le décomposer. Et puis, vous avez donc ce dont je vous parlais, les mots réguliers et les mots irréguliers. Donc, les mots réguliers ne posent pas de difficultés particulières. Par contre, les mots irréguliers, si l'enfant n'a pas en fait ce mot dans son stock lexical, s'il ne le reconnaît pas globalement, il va en fait le décomposer. Et par exemple, au lieu de dire cœur, il va lire shower. Au lieu de dire net, il va dire nez. Au lieu de dire moelle, il va dire moelle, etc. Donc c'est des mots en fait qu'il faut reconnaître globalement pour pouvoir en fait les lire correctement. Et on ne peut pas passer par une décomposition syllabique, car sinon donc, le mot va être mal lu. Il prononce le mot comme il est écrit. Voilà, exactement. Alors pourquoi en fait on propose tous ces mots, tous les pseudo-mots, les mots irréguliers, etc. Donc en fait ça va nous permettre d'observer quelles sont les stratégies de l'enfant pour pouvoir en fait identifier les mots écrits. Parce qu'en fait c'est ce qui va nous permettre de diagnostiquer précisément le type de dyslexie. Par exemple, un enfant qui aura des difficultés à lire les pseudomots, donc c'est-à-dire qu'il aura des difficultés, je ne sais pas si c'est un terme dont vous avez déjà entendu parler. Donc là, ça va être le signe en fait d'une dyslexie de type phonologique, parce qu'il aura des difficultés pour assembler les sons. L'enfant qui aura des difficultés pour lire les mots irréguliers, donc il aura un déficit de la voix d'adressage, c'est-à-dire la voix globale, c'est-à-dire qu'il aura des difficultés en fait à se constituer un stock orthographique de mots pour pouvoir accéder directement aux mots sans le redécomposer. Et donc là, c'est ce qu'on appelle la dyslexie lexicale ou dyslexie de surface. Il y a plusieurs appellations. Et donc en fait, nous, on va déterminer quelle voie de lecture est atteinte. Bien souvent, c'est les deux voies de lecture, donc on a une dyslexie mixte qui peut prédominer sur l'une ou l'autre voie de lecture. Et donc c'est ce typage de la dyslexie qui nous permettra d'adapter ensuite la rééducation. Si on ne sait pas quel est le type de dyslexie, on ne pourra pas proposer un programme rééducatif adapté aux difficultés de l'enfant. Et puis on va aussi analyser donc, le rôle donc, de la fréquence d'usage des mots, le rôle de la longueur des mots, de la complexité orthographique et de la lexicalité, c'est-à-dire s'ils n'existent pas. Donc pour chaque condition, en fait, on va noter le pourcentage de réussite de l'enfant sur chaque liste de mots.